Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle balade lunaire. Consacrée aujourd'hui au 7e jour de lunaison, ce qui correspond aussi au premier quartier, à quelques heures près. Donc je vais faire un paquet global, 7e jour, premier quartier. Alors le 7e jour de lunaison, c'est un des jours les plus intéressants à étudier avec le 8e jour. Il y a plein de choses à voir. Donc c'est pour ça qu'en fait le petit préambule des bases lunaires va être assez succinct aujourd'hui, où vous allez tout de suite vous en rendre compte. Hop, c'est parti. Alors, le premier quartier. Alors, lors du premier quartier, la Lune est en quadrature avec le Soleil. En fait, elle forme un angle droit entre la Lune, la Terre et le Soleil. Là, il y a un angle droit. Ça forme un D majuscule rempli dans l'hémisphère nord, pour faire simple. Elle est difficile à observer lors de son lever à l'est en mi-journée, à cause de la clarté atmosphérique, mais s'observe facilement assez haut dans le ciel vers la fin de l'après-midi. On l'observe le mieux à son zénith lors du coucher du soleil, lorsqu'il y a ce fameux angle droit là, et encore très facilement pendant toute une première partie de la nuit jusqu'à son coucher à l'ouest vers minuit. Vous avez sans doute appris les quelques moyens mnémotechniques pour se souvenir c'est quoi le premier quartier, quel aspect a la Lune au premier quartier ou au dernier quartier. Ça, on l'a tous appris quand on était gamin. Si on ne l'a pas appris, c'est bien dommage parce que c'est vraiment la base. Il suffit simplement de tracer un trait passant entre les cornes de la Lune. Et si ce dessin que vous avez fait permet de former un P, c'est que vous êtes au premier quartier. Et si c'est un D qui se forme, là vous êtes au dernier quartier. Sauf si, évidemment, vous êtes à l'hémisphère sud, parce que là, évidemment, c'est l'inverse. Et je ne vous dis pas le problème pour ceux qui habitent à l'équateur, parce qu'en fait, eux, la Lune, elle est en position horizontale. Le premier quartier sera la forme d'une barque, donc la partie éclairée en bas, et le dernier quartier, ça forme une sorte de carapace de tortue, la partie éclairée au-dessus. Voilà. Donc c'est des trucs tout simples, mais c'est parfois bon de réviser, et puis peut-être que dans le public, sur Internet, il y a un public jeune qui ne sait peut-être pas ce genre de choses. Donc voilà. D'accord. Donc en allemand, il y a aussi ce moyen mnémotechnique. C'est pas les mêmes lettres, mais c'est avec un Z et un A, c'est ça. Croissant et décroissant. Croissant et décroissant. D'accord. Mais oui, c'est vrai que là en fait, cette partie-là, je l'ai prise sur Wikipédia. Et c'est vrai qu'il faisait aussi mention que dans d'autres langues, il y avait aussi plusieurs moyens mnémotechniques pour... voilà. Ouais. Ok. Alors là, on va commencer le voyage, la petite balade lunaire, avec une image de premier quartier prise en Estonie en 2019. Une très jolie image, on verra tout à l'heure en gros plan. Alors évidemment, la partie la plus intéressante, comme d'habitude, c'est toujours la frontière entre le jour et la nuit, qu'on appelle le terminateur. Et cette région du terminateur, donc là, c'est au premier quartier, c'est 7 jours
après la nouvelle lune. Mais cette même région sera aussi intéressante à observer 6 jours après la pleine lune. Donc ça sera au niveau du dernier quartier, au moment où le soleil se couche à sa surface. Là, c'est le soleil qui se lève ici. Et 6 jours après la pleine lune, donc là, la partie éclairée sera là. Et c'est là que le soleil se couche. Donc on aura les mêmes objets, les mêmes régions à observer, avec les mêmes contrastes, sauf qu'il sera beaucoup plus tard dans la nuit. Et bon, si vous êtes un couche-tôt, ça sera plus compliqué. Mais si vous êtes un lève-tôt, ça peut le faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Alors, parmi les grandes régions à observer, on va découvrir une nouvelle mer, la mer des vapeurs. Puis on va aussi découvrir 2 golfes qu'on n'a pas trop l'habitude d'observer, que je ne connaissais pas avant d'étudier cette balade lunaire, le golfe de la Foi et le golfe central, autrement appelé aussi Sinus Fidei et Sinus Medi. C'est parti. Alors la mer des vapeurs, c'est une région très plate, située au sud-est des Apennins. On verra ça tout à l'heure où se trouvent les Apennins. Ça fait 55 000 km², c'est pas une grosse mer, c'est plutôt une mer plate, oui, ça on l'a dit. Et c'est une petite mer, avec quelques dorsales. Alors les dorsales, je vous le rappelle, ce sont des... Là on en voit ici, des sillons. C'est en fait des mouvements de terrain dus au fait que il y a eu des coulées de lave souterraines qui se sont effondrées et qui ont, il y a eu des déplacements et qui font que ça fait des dorsales comme ça. Et pour l'observer, une paire de jumelles suffira. Là, c'est une image prise par Apollo 17. Vous remarquez cette région-là, on va en parler très très vite. Voilà. Très jolie région. Ok, c'est parti. Voilà, justement. Sinus Fidei, le golfe de la Foi. Alors, c'est un golfe situé là sur la rive nord de la mer des vapeurs, qu'on vient de voir. C'est une région assez plate. Et il y a cette faille qui s'appelle Rima Conon. Alors Conon, c'est parce que au-dessus, il y a un cratère qui s'appelle Conon. Voilà. Alors cette faille, vous faites pas avoir par cette image qui a l'air d'être très spectaculaire. Pour voir cette faille, je crois qu'il faut un 300 mm. Alors que bon, pour voir le golfe, il faut une petite lunette de 50 mm, ça suffit. Pour voir la faille, c'est un peu plus costaud. C'est une image prise par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, comme pas mal d'images qu'on va voir. Tac. L'autre golfe, Sinus Medi. Alors Sinus Medi, en fait, c'est une petite mer, là aussi, au centre de la face visible, 52 000 km². En fait, ça va de là. Là, on va voir tout à l'heure les Rima Trisnecker, donc les failles, et jusque là la Rima Opolzer. Donc toute cette partie là c'est Sinus Medi. Là aussi une paire de jumelles de 50 mm. Bon, c'est pas des régions très spectaculaires, mais ça permet de situer après les objets qu'on va pouvoir observer, enfin les objets, les reliefs, les reliefs remarquables qu'on pourra observer. Allez, suivant. Alors justement, des reliefs montagneux exceptionnels se dessinent au bord des mers. Il y a les monts du Caucase, il y a les monts Émus, et puis on aura le lever de soleil sur les Apennins et la vallée des Alpes. Oui, c'est très très géocentré tout ça, mais on est bien sur la Lune. Hop, voilà. Alors,
Donc là, vous avez donc les monts alpins qui vont de là jusque là environ. Ça fait 250 km de long, 50 km de large en moyenne. Là, c'est pas très large et là, c'est beaucoup plus large. Et puis, donc, ce sont des sommets qui sont en bordure de Mare Imbrium, la mer des pluies, qui est ici. Alors, il y a le Mont Blanc, je ne sais pas où il est le Mont Blanc, peut-être, je ne sais pas. Voilà, ces monts alpins sont coupés par une faille, là, une énorme vallée, la vallée des Alpes, Vallis Alpes, qui elle fait 130 km de long et 11 km de large. Les plus hauts sommets font 2400 mètres. Alors, à gauche, oui, ça c'est un cratère. Ouais, ouais. Je n'ai pas mis son nom parce que déjà là, on est un petit peu en limite du 7e jour, presque le 8e jour, donc on en parlera, on reviendra dessus encore la prochaine fois, je pense. Alors, si vous voyez peut-être, si, vous la voyez bien, là, au fond de la vallée des Alpes, vous avez une faille qui fait 700 mètres de largeur. Voilà. Et pour voir, donc, les monts des Alpes, c'est une lunette de 50, et pour voir la vallée, c'est un télescope de 100 mm. Donc, ça reste très, très abordable pour les petits télescopes, pour les petits instruments amateurs. Hop. Les monts du Caucase. Alors là aussi, on a toujours, là on a en fait la fin des Alpes ici. On a toujours Mare Imbrium, donc la mer des pluies. Et là, on a les monts du Caucase. C'est le prolongement des Apennins qu'on va voir qui sont en dessous. C'est un massif montagneux entrecoupé de vallées nombreuses et profondes et il porte le cratère Calipus. Le cratère là, Calipus, il est ici. Voilà. Et là aussi, une paire de jumelles, c'est quand même très, très simple à observer. Alors, qui a donné ces noms? Alors, justement, on va aller voir ça tout de suite. Hop. Alors, tac. Mont du Caucase. Non. Voilà, les monts du Caucase, information, origine de nom. Pour une fois, là, pour les grandes régions comme ça, les monts du Caucase, on ne sait pas l'origine du nom, on ne sait pas qui a donné cette origine. Mais c'est vrai que la plupart des cratères, non, là, ça tombe mal. Origine du nom, la plupart des cratères, voilà, c'est Riccioli, c'est un Italien qui a nommé un grand nombre de cratères. Après, pour les grandes régions comme ça, c'est... Oui. Oui, là, quasiment la totalité de la face visible a été nommée par le monde occidental et principalement les Européens. Après, la face cachée, il y a beaucoup de Russes. C'est beaucoup de Russes, voilà. Ouais, mais il ne reste plus grand-chose à nommer, là, je pense. C'est les premiers à avoir photographié la face cachée de la Lune. Donc, bon, il y a pas mal de noms de personnages russes pour des cratères, des régions de la face cachée. Alors, on revient. Hop.
au mont du Caucase. Tac. Donc le cratère Calipus, ça on l'a vu. On verra les autres cratères à côté. Alors, les fameux monts Apennins. Alors ici, on a le bout des monts du Caucase. Toujours Mare Imbrium. La mer de la Sérénité ici. Et là, les Apennins. C'est la muraille sud de la mer des Puys. Forme circulaire, un peu aussi orientée sud-ouest, nord-est. Ça suit en fait la courbe de la mer des Puys. Ça pourrait ressembler aux Apennins chez nous aussi. Hein. Ouais. Les altitudes ici, alors la hauteur maximale, ça serait 5400 mètres. Ouais, ouais, ouais. Oui, quand même. Voilà, oui, c'est assez haut tout ça. Et voilà, alors, la longueur c'est 953 km sur une largeur de 100 km. Ouais, des pentes à 30 degrés. Pardon? Ah, c'est impeccable pour skier, oui. Oui, oui, oui. Non. Ah, bah, il y a peut-être moyen de faire du ski sur ces pentes-là avec les grains de sable et tout ça, mais voilà. Bon, par contre, il ne faut pas se déchirer, hein. Mais c'est très 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 joli à observer. C'est très joli à observer, une simple paire de femelles. Après, si vous avez un téléphone, c'est encore mieux. C'est la bonne période. Allez. Les monts Haemus, les monts Haemus hein, en français. Alors c'est pas très très spectaculaire. Ce sont tous ces monts qui sont là en bas de la mer de la Sérénité. Voilà, qui sont ici. C'est une région très sombre en fait, là, avec toute cette partie-là de. Voilà, et puis avec quelques taches blanches aussi. Un peu les Vosges. Je dirais plutôt les monts du. Ouais, oui, les monts d'Arrée. J'ai pensé aux monts d'Arrée, mais je pensais aussi du côté de la Saône, là. La Saône-et-Loire, là aussi il y a des montagnes un peu, comment ça s'appelle je sais plus. Enfin bref. Bon. Non, c'est pas bien haut. J'ai pas les hauteurs ici. Ça fait 400 km de long, 50 km de large. Voilà. Mais ça permet aussi de situer un peu les choses. Alors, ensuite, alors les cratères, là c'est vraiment une petite sélection de cratères parce que on est dans une période où là il y aurait profusion de cratères observés. Après je vous invite, si vous avez le logiciel, non pas carte du ciel, Atlas virtuel de la Lune, à regarder alternativement dans votre télescope, dans votre lunette, et après essayer de les identifier sur un atlas ou sur le logiciel de l'Atlas virtuel de la Lune, Virtual Moon. Alors les cratères du jour qu'on va observer, qu'on va étudier, ça va être le Cassini, Aristilius et Autolycus, Manilius, Hyginus, Trisnecker, Hipparchus, voilà, Hipparque. Ouais, en fait là j'ai préféré mettre tous les noms en latin parce que c'est les noms qu'on va retrouver quand on va faire des recherches sur le logiciel par exemple. Mais après, bon, je donnerai aussi les noms en français. Et Albatenius. Allez. Cassini. Alors, Cassini, bah, on l'a vu tout à l'heure, à côté des monts du Caucase. Oui, il me semble, je crois que c'était ou la vallée des Alpes. On va voir ça, on va revoir.
Alors Cassini, c'est un cratère moyen de 58 km de large. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus petit. Il y a une hauteur moyenne de 1240 mètres. C'est une formation circulaire située dans la mer des Pluies, donc, avec des versants escarpés portant Cassini M. Donc Cassini M, c'est celui-là. Au nord-ouest, les murailles sont peu élevées, et puis il y a un fond plat rempli de lave et avec Cassini A et Cassini B. Il y a quelques monticules, le cratère là aussi. Voilà. J'essaie de comprendre. Donc, il y a dans la grande partie, c'est un cratère, c'est un volcan, non? C'est un cratère d'impact. Et les deux yeux qu'il y a dedans, c'est en profondeur? C'est des cratères d'impact aussi, c'est des petits cratères. Et la grande partie, elle monte ou elle est en creux? La grande partie, là où il y a les yeux. Parce qu'il y a une ombre. Ah, alors, c'est... Ça, c'est une ombre. Oui, ça c'est une ombre, ça. Non, mais à droite, c'est une ombre. Ça, oui, ça c'est une ombre, Donc, voilà. C'est levé. Oui, Et à l'intérieur, c'est creux, les deux yeux. Ah oui, c'est oui, oui. C'est dans le creux. C'est dans le creux, oui. Ah d'accord. On a vraiment du mal à... On dirait que ça monte. Ouais, mais des fois, Après, certaines photos, c'est le problème quand tu regardes la lune, c'est que des fois, tu crois que ça monte, selon comment tu regardes. C'est pas évident, des fois. Donc, au moment où tu fais une photo, c'est pareil, tu vas avoir l'impression que c'est une montagne, alors que c'est pas marqué. c'est ce qu'on avait vu une fois précédente avec une faille. Et en fait, la faille, elle était éclairée de façon telle qu'on aurait l'impression que c'était une sorte de lombric. Donc, c'était plus haut, quoi, en fait. Sauf que donc c'était quand même une faille. Et ça, et souvent, c'est lié au grossissement des choses, parce que si tu regardes bien sur la gauche ou en haut, et ben on a l'impression aussi que c'est des montagnes, c'est des tout petits à l'extérieur de la photo. Ouais. Et ben des fois, et j'ai remarqué ça, quand tu grossis, quand tu arrives à un certain grossissement, la façon dont tu le regardes, ben, ça va pas avoir la même impression. La lumière venant d'en haut à gauche. La lumière venant d'en bas à droite. La lumière vient de là. Sinon, il n'y aurait pas d'ombre ici. Non, elle vient d'en bas à droite. En fait, c'est comme si tu avais une muraille. Bah, la lumière vient ici. Là, il y a l'ombre. Donc, forcément... L'intérieur est plus bas que l'extérieur. C'est le muraille. C'est l'ombre de la muraille dans le cratère. Après, il y a peut-être des photos prises par des missions Apollo un peu plus rasantes qui permettraient de mieux se rendre compte des reliefs et des différences de hauteur. Voilà. De toute façon, la lumière ne peut pas venir de la gauche, sinon l'ombre ne serait pas là. Mais le cratère, c'est un trou, et quand des cratères là, c'est long, ça fait Tout ça, ce sont des cratères d'impact. Parce que c'est en fait là elles sont ces cratères sont situés dans la mer des Pluies. Et en fait la mer des Pluies quand elle s'est formée il y a eu de la lave qui est remontée de C'était comme un volcan comme chez nous, la lave de volcan. c'est qu'en fait c'est à la formation de la Lune, c'était un peu, on pense que ça a été un impact, un très fort impact entre un gros astéroïde et la Terre, et donc ça a été très 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 chaotique et avec un peu magmatique et tout ça aussi, hein. Et donc du coup ah bah oui, 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 oui. Ah non, mais la lave, c'est sur toute la mer des Pluies.
Après, voilà, donc là, on a un cratère d'impact qui est situé dans la mer des Plumes, mais c'est un petit cratère d'impact. Et puis la lave, elle a rempli ces cratères. Voilà. Non. Ok, allez, on poursuit. Ah oui, alors, et puis Cassini quand même, dire un petit mot de Cassini. Jean-Dominique Cassini, on le connaît un petit peu, c'est un astronome français du XVIIe siècle, fondateur et directeur de l'Observatoire de Paris en 1672, et puis découvreur de 4 satellites de Saturne et de la division de ces anneaux, la fameuse division de Cassini. Tac. Aristillus et Autolycus. Et là que l'on voit en lumière rasante, c'est des images d'Apollo 15. Donc on va commencer par celui du haut, là, Aristillus, diamètre 55 km, formation circulaire située dans la mer des Pluies, Maria Imbrium. Il y a aussi des rayonnements, mais ça on en parlera, les rayonnements prochainement avec certains cratères qui sont très connus pour leur rayonnement. Les versants, vous les voyez bien, ils sont très escarpés et en gradin, organisés en gradins, avec un fond plat et des montagnes centrales qui font quand même 100 mètres de hauteur. Et la hauteur, on pourrait dire plutôt la profondeur d'Aristillus, c'est 3650 mètres. Entre le fond et le bord ici, il y a 3650 mètres. Voilà. Là aussi, c'est une petite lunette de 50 mm. Et Aristillus est un astronome grec du IIIe siècle, vivant à Alexandrie. Autolycus, il est plus petit, il fait 40 km. Mais il est aussi profond, 3430 mètres quand même. Ça forme un triangle remarquable avec Aristillus et Archimède. Archimède, on en parlera le jour prochain, au 8e jour. Donc fond plat assez tourmenté, tout ça, voilà. Et puis Aristillus est un astronome grec là aussi. Ah oui, non, oui, si, c'est Autolycus. J'ai oublié de changer de nom. Ce sont 2 astronomes grecs. L'un du 3e, l'autre du 4e siècle, avant JC. Voilà, Archimède, oui. Non. Si vous voulez voir... Bon, on verra ça tout à l'heure. Non, on peut revenir en arrière. Tac. Ah non. Hop. Hop. Voilà. Là, vous voyez ici, là on voit Cassini, Aristillus et Autolycus. Justement, sur cette photo, là on voit bien comment c'est creusé. Là on comprend bien comment c'est creusé. Voilà. Ouais. On repart dans l'autre sens, on était Aristillus et Autolycus. Le prochain, c'est Manilius. Manilius, alors, tiens, j'ai oublié de marquer, ça va être une mission Apollo, ça. Oui, j'ai oublié de marquer. Alors, 40 km de diamètre, 3100 mètres de profondeur ou de hauteur. C'est une formation circulaire isolée et brillante, située au nord-est de la mer des Vapeurs. Muraille très élevée en gradin, fond assez plat, peu étendu, avec une montagne centrale. Ouais. Et Manilius est un poète romain du 1er siècle avant JC. Qu'est-ce que c'est joli tout ça. Jean-Claude. Oui, aussi. John Coltrane, ouais. Allez, là, on arrive. Alors, là, on arrive sur des trucs vraiment. Ça, c'est un train. Alors, Hyginus et Rima Hyginus.
Là, on arrive vraiment sur les objets exceptionnels. Alors, le cratère Iginius, c'est le cratère qui est situé ici en bas. Hop, je reviens en arrière, voilà. Il fait 10 km de diamètre. Il fait 800 mètres de haut. C'est pas ce qu'il y a de plus spectaculaire. Par contre, ce qu'il y a de spectaculaire, c'est ce qu'il y a autour. La fameuse Rima Iginius, voilà la faille. Tac. Alors, pour voir Iginius lui-même, il faut 100 mm, un télescope de 100 mm. Et Caius Julius Iginius est un astronome grec du IIe siècle avant JC et ami d'Ovide. Voilà. Et on va tout de suite s'intéresser à Iginius. Voilà. Voilà. Là, c'est Apollo 10. Donc la faille fait 220 km de long, 4 km de large. C'est une large rainure orientée nord-ouest-sud-est au départ. Ça traverse le cratère Iginius qu'on voit ici. C'est une faille profonde. Elle semble formée d'un alignement de craterlets qu'on a vu sur l'image précédente et reliée par une petite rainure à Rima Ariadeus. La Rima, je ne sais pas où elle est. Dans d'autres images. Et pour... Ouais, c'est les failles, voilà. C'est les rainures, c'est les failles, voilà. Et pour voir Iginius, il faut un 200 mm. Mais voilà, c'est parmi les plus belles failles à observer. Allez. Et Tristnecker. Tristnecker, donc c'est le gros cratère ici. 27 km de diamètre, hauteur 2800 mètres, une formation circulaire isolée, située entre la mer des Vapeurs et Sinus Medi. Voilà. Tac. Les fonds plats, le fond assez plat et peu étendu, montagne centrale, mais là on ne le voit pas trop, la montagne centrale est un peu dans l'eau. Voilà, une petite lunette de 50 mm suffit. Et Franz de Paula Tristnecker est un mathématicien et astronome autrichien du XVIIIe siècle. Mais le plus intéressant, c'est pas Tristnecker le cratère, c'est les failles, les rainures, qui font donc 200 km de long, 2 km de large, et c'est un système très ramifié en fait de rainures, s'étendant du versant nord de Rheticus à Rima Iginius qu'on aperçoit ici. C'est ce réseau-là, c'est le plus dense de la face visible de la Lune, le réseau de rainures le plus dense de la face visible. Alors, par contre, pour l'observer, c'est un peu coton, il faut quand même un 300 mm minimum. Mais voilà, c'est toujours assez impressionnant d'observer les rainures. J'aime beaucoup observer les rainures. Tac. Alors, Hipparque. Voilà, Hipparque, en effet, alors c'est un diamètre de 151 km. Alors, Hipparque, c'est ce cratère-là. Hein. C'est le vieux cratère, là. Bien poli par le temps. Et par les autres impacts. C'est une formation déformée et délabrée, lieu du débarquement de Tintin, hein, sur la Lune, imaginé par Hergé. On a des versants assez escarpés portant de nombreux cratères au nord-est. Voilà. Et puis au sud aussi, et au sud-est. Enfin voilà, il y en a un petit peu de partout. Hein. C'est un vieux cratère. Donc du coup, d'autres cratères d'impact sont venus un petit peu déformés. Un peu beaucoup même. Non, non, non.
fond plat immense contenant Hipparchus N et le cratère fantôme Hipparchus X. Je pense que le Hipparchus X va être celui-là. Il y a 2 crevasses parallèles. Ouais. À gauche du non, à gauche de ta pêche. À gauche. À gauche. Là. Ah oui. Et ouais, non, plus en dessous. Et L'autre petite. l'autre petite là, qui est presque là. Et les Et deux. deux, voilà. Ok. Ça, c'est une parallèle. Ouais. Elle est parallèle. Bon, faudra qu'on fasse un zoom là-dessus. Ça, c'est Alors, donc voilà. Donc là, il faut des jumelles pour observer Hipparque. Et puis donc Hipparque, c'est un astronome grec du IIe siècle avant JC, et qui a été le promoteur de la division du cercle en 360 degrés, créateur de tables de la position du Soleil, découvreur de la précession des équinoxes, et auteur du premier catalogue d'étoiles qui en contenait plus de 1000. C'était un messier d'avant Jésus. Ouais, c'était un Messier, oui, d'avant Messier. D'avant Jésus. Voilà. 125 avant Ouais, Jésus. 125 avant Jésus-Christ. Alors, Albatenius. Je vous rappelle tout à l'heure qu'on aura une carte qui pourra pointer exactement tous les objets qu'on aura recensés. Alors, Albatenius, c'est un cratère taille assez intéressante, 136 km, hauteur 3900 mètres. Alors, elle est quand même pas mal abîmée, ça se voit là. C'est une image de Lunar Orbiter 4, c'est une des premières sondes américaines. Les versants escarpés criblés de cratères laids, on les voit ici, là il y a plein de petits cratères. Il y a un fond plat immense, avec une montagne centrale, et puis bon, des dépressions, des cratères laids, enfin il y a pas mal de... C'est assez mouvementé. Et là, c'est une paire de jumelles qui suffit. Alors, Albatenius, ça vient d'un astronome arabe, Mohamed Ibn al-Batani, ouais, c'est ça, du 9e siècle, né, voilà, et puis auteur du Zij, améliorant considérablement les connaissances astronomiques de son époque. Et il a mesuré l'obliquité de l'écliptique. Alors, donc là, c'est la carte de repérage. Alors, j'ai une autre image. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. On va, alors, c'est ça, voilà. Tac. Tac, voilà. Là, on va pouvoir grossir un peu. France. Voilà. Donc, je suis parti du haut, donc j'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, cette partie sombre ici, qu'on commence à voir, c'est la mer du Froid. Et la mer du Froid, en fait, je ne l'ai pas noté parce qu'en fait, elle part de là et elle va enfin, c'est une grande mer qui s'étend très en longueur. Et donc, quand on aura passé la moitié de la mer du Froid, je pourrais peut-être vous la montrer plus simplement. Donc voilà, dans toute sa splendeur, comme tu dis. Donc, au-dessous de la mer du Froid, vous avez les monts des Alpes, avec la vallée alpine, la vallée des Alpes. On a Cassini, ici, on reconnaît bien, mais c'est deux petits cratères. Là, on a la mer des pluies qui commence à se découvrir, mais c'est l'une des plus grandes mers. C'est la plus grande mer après l'océan des tempêtes.
en fait. Et là, pour l'instant, on n'a qu'un tout petit bout de la mer des pluies. Donc là, on a Cassini, Aristillus, Autolycus. On voit Archimède qui commence à apparaître ici. Voilà. Ah, c'est une taille beaucoup plus imposante que ces deux-là. Vous avez ici les monts du Caucase, les monts Apennins. Voilà. Le lapin de Jade, donc la mer de sérénité, la mer de la tranquillité, la mer de la fécondité, la mer du nectar, et ici à côté on a la mer des crises. Voilà. Donc les monts Haemus sont ici. Manilius, un petit peu isolé là, il est là. Sinus Fidei, vous voyez ici celle où il y avait enfin, le golfe où il y avait la faille Rima-Conon. Ben, on voit le cratère Conon ici. Par contre, la faille, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est compliqué. Donc la mer des vapeurs, qui est ici, centrale. On a ici Hyginus, avec le petit cratère là, et la faille là. On a Trisnecker, et là, pour voir les failles, on les devine à peine. Ici, là, il y a un petit bout de faille. Mais voilà, il faut un instrument beaucoup plus imposant pour observer les failles. Sinus Medi ici, le golfe central, qu'on aurait presque pu nommer comme une mer, hein, parce que c'est pas beaucoup plus grand, c'est pas beaucoup plus petit que la mer des vapeurs. Donc ça va de là à là. Donc, voilà. Hipparque, ici. Et Albatenius. Et on reparlera pour le 8e jour de ce triptyque-là, très très sympa. Voilà. Mais ça c'est... On en reparlera plus tard. Et puis voilà, après, vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. J'aurais pu continuer à vous faire découvrir quelques autres cratères, mais il faut quand même vous donner un petit peu du travail, hein, et avec les divers outils qui sont à votre disposition. Ah, c'est très... Il y a plein de cratères d'impact, ça c'est clair. Pourquoi ça tape là plus qu'ailleurs c'est une bonne question. Voilà. Je te remercie. Ok. Alors, je reviens. Donc voilà, ça c'est l'atlas virtuel de la Lune, hein, que vous avez déjà vu. Et là aussi, hein, si vous voulez... alors, voilà. Albatenius est là. Voilà, Albatenius est là. Et puis après, vous pouvez continuer... ça c'est quoi ça? Je vais faire. Enfin, il y a Werner. Alias 6. Stoeffler est là. Voilà,
Donc il y a de quoi faire encore, hein, si vous voulez découvrir encore plus de cratères au 7e jour, il y a vraiment de quoi s'amuser. Alors, je reviens. Voilà, j'étais là, donc là c'est le repérage. Alors, on va aussi zoomer parce que c'est un truc qu'on avait découvert la dernière fois avec le cratère Linné. Et on va aller faire du zoom. F11. Alors. Allez. Il faut attendre que ça charge. J'ai bien Internet, oui, il me semble. J'ai bien mis Internet, voilà. Alors ça, c'est toujours le site de Lunar Reconnaissance Observer, hein, une sonde américaine lancée par la NASA. Voilà. Donc là, c'est la Lune. Pleine. Hop, on va y aller. Tiens, on va aller voir Cassini, hein, puisque ça vous démange. Hop, Cassini. Tac. Encore? Bah oui. Oh oui, bien sûr, on peut aller hein, encore. Hein. Tac. Alors. Voilà, nous avons un petit, enfin même un crash lors de la fin de l'enregistrement de la vidéo la dernière fois. Et donc je reprends là où on en était arrivé. C'est-à-dire le survol de la Lune via les images de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter. C'était... Non, c'était pas Cassini. Si, Cassini. Cassini. C'est parti. Voilà. Donc nous en étions ici au survol de Cassini. On va se rapprocher un petit peu. Hop. Allez. Encore un peu. On va aller sur la crête des flancs du craterlet Cassini A. Ça charge. Voilà. Tac. Allez, on peut dézoomer. On descend un petit peu quand même. Là au fond du cratère. Enfin, la partie éclairée, parce qu'évidemment, on ne verra pas grand chose sur la partie non éclairée. C'est vrai que le niveau de détail est assez génial. Alors, on revient en arrière. Alors, tiens, on va aller voir la muraille du cratère principal. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. Voilà. Une petite bêtise. Là on est au maximum de résolution. 50 cm par pixel.
On va dézoomer une dernière fois sur Cassini et aller faire un tour non loin de là. Allez, dernière vue d'ensemble de Cassini. On continue à dézoomer. Hop là, trop. Voilà. En dessous, vous avez Aristilius et Autolycus. Et on va aller voir plutôt au-dessus la fameuse vallée des Alpes. Alors, ce beau cratère, on en parlera la prochaine fois, certainement. Voilà. Et on va... Donc là, on a la vallée des Alpes en entier. Et on va s'intéresser à l'entrée du canyon. Alors. Et par ici, notamment. Ici. Ouais. Voilà. Donc là, on est en haut de la crête. Et vous avez ici un amoncellement de rochers. Et là, évidemment, la partie supérieure ici, c'est le vallon, hein, qui est assez escarpé. Et vous voyez plein de petites traînées au sol. Mais on va les suivre, ces traînées. Oui, il y en a il y en a ici, il y en a là, il y en a de partout. Il y en a qui sont très profonds, d'autres plus superficielles. Et vous allez voir surtout quelque chose d'assez prodigieux. C'est qu'au bout de chaque traînée, vous avez un rocher. Voilà. Alors là, c'est un gros rocher qui laisse une trace très profonde. Là, c'est un rocher moyen qui laisse une trace moyenne. Là, vous avez petite trace, petit rocher, etc., etc. Là, oui. Là, partout. Toutes ces traces se finissent par un rocher. Donc ce sont des rochers qui ont dévalé la pente, qui ont laissé toutes ces traces. C'est dire quand même le niveau de détail, c'est vraiment génial ça. Hop. Donc là on est au fond du canyon. Là vous avez aussi un autre amoncellement de roches avec d'autres traînées qui descendent là, dans la vallée. Et on va aller voir, voilà, ici. Le début du sillon. Ce que je racontais tout à l'heure, c'est que le sillon, il fait 700 mètres de large. Il n'est pas très profond. Bon. Il y a des roches sur part et d'autre des flancs. Tac. Bon, on va pas suivre tout le sillon parce que ça prendrait des heures. Ça ressemble à un fleuve asséché en fait, ou un torrent asséché qui aurait laissé les alluvions, les galets, les cailloux de part et d'autre, voilà. Allez, on recule.
Vous allez voir qu'on n'a pas fait beaucoup de chemin. Parce que, voilà, ça continue très très loin. Et ça continue encore et encore. C'était que le début. Voilà. Très très jolie vallée des Alpes. On va redescendre un petit peu maintenant. Aller voir d'autres failles. Tristnecker. Voilà. L'un des réseaux, voire le réseau le plus dense le réseau de failles le plus dense sur la partie visible de la Lune. Puisque s'étend d'ici jusqu'à Iginius, en fait, grosso modo. Voilà. Là aussi, les failles ne semblent pas très profondes. Encore à 3,88 m, on peut grossir plus. On peut se rapprocher. Et cette croûte lunaire qui ressemble tellement à la croûte d'un flan au chocolat, avec ces petites bulles là, éclatées. Et voilà, il est là. Tristnecker, c'est un joli cratère, mais on va pas là aller le regarder parce qu'il y a des couches d'images qui n'ont pas la même qualité de résolution. Donc voilà, on va aller voir du côté du dôme central, pic central, voilà. C'est un peu cramé, mais c'est normal. Allez, on va aller voir Iginius, l'autre faille du jour. Iginius. Rima Iginius. Pour voir l'ensemble. Voilà. Cette faille assez fascinante, notamment pour cette ribambelle de craterlets qui suit la faille. Allez, on va se rapprocher. Voilà, on va passer ce premier craterlet. Voilà.
ces failles sont rarement très profondes. Encore des traces là de Rolling Stone. Continue. Voilà. On pourrait encore continuer pendant des heures, hein. Bon, allez. On revient en arrière. On va se rapprocher un petit peu des Apennins. Et on va les survoler rapidement. Prolongeons pas avec la résolution maximale. Tac. Bon, ça faisait les retours, ces zooms et des zooms, j'espère que ça ne vous donne pas trop le mal de mer. Ah, c'est tout strié là. Ah, encore un caillou qui a roulé. Enfin, un caillou. Oh, c'est joli ça. Qu'est-ce que c'est joli. Waouh. Donc c'est au pied des Apennins. Waouh. Il y a cette petite rainure. Bien marquée. C'est vraiment un monde fascinant. C'est rigolo ce sommet.
Donc voilà, là on était avec la quick map du site de LRO. Vous aurez l'adresse du site en commentaire, hein, donc vous pourrez vous amuser à survoler la Lune pendant des heures, ça c'est clair, tellement on s'en lasse pas de ce spectacle. Une dernière chose, dans le site, vous trouverez, hop, voilà, il y a différentes images et notamment les images des sites d'atterrissage, d'alunissage des sondes des missions Apollo. Là j'ai choisi Apollo 17, alors je mets en plein écran. Et on s'aperçoit que ils ont pas mal bourlingué en fait. Allez, on se rapproche. Allez. Voilà. Là, on a le module de lancement, celui qui est resté au sol. L'autre module ayant rejoint la capsule de retour, module de retour. Donc le flag, le drapeau est là. Et on a le rover qui est ici. J'ai pas la précision de résolution. Il y a des traces au sol là. Ils ont fait beaucoup de kilomètres, je crois, enfin beaucoup de distance. Voilà. Et je crois qu'ils sont allés au bord d'un cratère. Voilà, ici. Allons voir, nous aussi, au bord du cratère. Je suis là. On a une amélioration de l'image. Non. Je vais reculer un peu. Et de là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu ce cratère-là. Ah oui, là c'est une image unique, donc c'est pas la quick map. On va revenir en arrière, on va voir si on tape Apollo 17.
Donc ils étaient là. Ils étaient là. J'ai un doute quand même. Peut-être secrétaire là. Au bord duquel ils étaient. Évidemment sur la quick map, il n'y a pas le dessin des trajets. Enfin bref, je vous laisserai continuer vos recherches sur les sites d'alunissage. On va retourner à notre présentation. Alors, tac. Ok. Voilà, donc là, on a vu ça. Donc là, vous avez l'adresse pour aller faire du RASMOT sur la Lune. On va terminer la présentation avec les dates d'observation en 2021. Donc après la nouvelle Lune, 7 jours après la nouvelle Lune, donc le premier quartier, c'est le 10 novembre et le 10 décembre pour 2021. Et pour avoir la même configuration du terminateur, mais au dernier quartier, après la pleine lune, 6 jours après la pleine lune, ça sera le 24 novembre et le 21 décembre. Mais là évidemment, c'est en deuxième partie de soirée. Ok. Alors pour réaliser cette balade lunaire, c'est toujours les mêmes ressources. Je me suis appuyé sur l'excellent bouquin de Pierre Bourges, Jean Lacroux et Nicolas Dupont-Bloch pour la dernière, la 16e édition, je crois que c'est ça, À l'affût des étoiles. Excellent ouvrage. Aussi, j'ai utilisé aussi le logiciel, là aussi l'excellent logiciel Atlas virtuel de la Lune de Patrick Chevalet. Si vous faites une recherche sur internet pour le récupérer, vous pouvez aussi taper Virtual Moon. Les résultats de recherche sont peut-être meilleurs plutôt qu'Atlas virtuel de la Lune. Si ça n'est pas déjà dans vos favoris. Et sinon pour les images, donc les sites de Wikipédia et Wikimedia Commons pour des images libres de droit. Ainsi se termine cette présentation, cette balade lunaire consacrée au 7e jour après au 7e jour après la nouvelle lune, et donc consacrée au premier quartier. La prochaine fois, nous irons nous promener sur... nous découvrirons le 8e jour. C'est probablement le jour le plus intéressant de la lunaison, avec quelques belles merveilles géologiques. Mais je vous laisse la surprise pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc ce sera la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poster des commentaires en bas de la vidéo et à soutenir notre travail en mettant en cliquant sur les pouces bleus chers à notre membre Claude. Claude aime beaucoup les pouces bleus.
Donc voilà, j'espère que vous retrouvez la prochaine fois. À bientôt.